Amis auditeurs de Radio M, bienvenue dans le Café des experts économiques qui se retrouve d'habitude un mardi sur deux et on a décalé de 48 heures parce que le mardi il y avait une activité de CAIR et nos deux experts étaient panélistes à cette activité du CAIR, ce qui renseigne beaucoup sur la qualité du Café des experts économiques. Et puis bon voilà, les choses étant ce qu'elles sont, on se retrouve seulement aujourd'hui avec Ali Harbi, Reda Amrani, les experts habituels, et le renfort de Nassim Dalibay, qui va bientôt devenir un habitué du Café des experts éco. En attendant qu'il repart, merci d'être venu ce matin, Nassim. Merci de m'inviter, je suis honoré. Alors, moi, en tant que présentateur du Café Expert économique, subi un coup d'état ce matin. J'avais une feuille de route, je voulais parler de l'événement dont on parle. C'est pas le moment des feuilles de route. C'est pas le moment des feuilles de route, absolument. On voulait commencer par le fait du jour. On en a parlé hier dans le CPP, la nomination d'un nouveau Premier ministre qui est donc Ayman Ben Abdelrahman, ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, récemment ministre des Finances. Mais on a eu du mal à considérer que c'était l'événement marquant de la semaine et on a jugé qu'il valait plutôt commencer par ce qui fait mal en ce moment aux Algériens. La crise de l'eau, c'est lié à l'économie, c'est lié à la gestion et à la planification. Donc on commencera par ça et puis on reviendra à l'actualité autrement, évidemment, par la nomination on dira un mot à la fin sur la pandémie parce qu'il faudrait quand même finir sur ce warning qui est en train de revenir. Alors, on ne s'attendait pas à se retrouver à racheter à nouveau des réserves d'eau, des citernes d'eau. C'est en train de. Alors, l'anticipation, tableau de bord de l'économie du Caire, une des anticipations, ça aurait été de dire investissez dans l'injection de plastique et refaites des bâches d'eau et des citernes parce que ça va revenir à la mode. Erreur de planification, Reda? Non, ce n'est pas une erreur de planification. Moi, je suis toujours. Le mot incompétence revient toujours parce qu'on a développé, si vous voulez, les stations de dessalement d'eau de mer. En Espagne, je crois qu'il y a plus de 400 stations de dessalement d'eau de mer. Pourtant, ils ont tout le nord de l'Espagne, de la neige et tout, et ils transfèrent d'ailleurs du nord vers le sud de l'eau, et malgré ça, ça ne suffit pas. Nous sommes en plein stress hydrique. Nous avons deux sources. Il y a l'Albien, qui est pérenne maintenant, puisque l'Albien, il a été démontré aux États-Unis par les chercheurs américains que l'Albien n'est pas une eau fossile, mais une eau qui se renouvelle, des précipitations depuis des millénaires, entre 40 à 240 mm d'eau qui tombent des hauts plateaux jusqu'au fin fond du désert. Donc, la nappe albienne algérienne est alimentée. Ce n'est pas de l'eau fossile. Donc, il y a 70 000 milliards de mètres cubes d'eau. Il faut y aller pour la tirer, l'exploiter, non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour approvisionner en eau. Et il y a le dessalement d'eau de mer. Le dessalement d'eau de mer, on l'a pris de la façon la plus incompétente, parce qu'avant tout, le dessalement d'eau de mer, c'est de la maintenance préventive. Donc, c'est une gestion par la maintenance. Ah, là, tu es en train de dire que le problème, c'est qu'on a perdu des capacités sur les stations qui ont été déjà... Ah oui, la plupart s'arrêtent régulièrement du fait d'une faiblesse dans la gestion. Et la gestion d'une station, c'est la maintenance. Pourtant, c'était un modèle un peu emblématique des années 2000 dans le PPP avec Chakib Khalil qui avait lancé avec AEC. Les partenariats public-privé. Oui. Normalement, c'est dit, ce ne sont pas des fonctionnaires qui vont gérer, ça va être des gens qui vont être guidés par le gain, l'appât du gain, et donc ils sont payés tant que la station tourne. Eh bien, malgré ça, nous sommes peut-être en Algérie. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'abord, surtout, on a arrêté le programme d'investissement parce qu'il n'y a plus de nouvelles stations. On parle d'une station de 300 000 mètres cubes jour, ce qui est important, à Alger-Ouest, qui a été délocalisée de Zeralta vers plus loin sur le littoral, mais qui n'a toujours pas été livrée depuis des années. Moi, je pense que la question qui vraiment nous frappe vraiment au visage actuellement, c'est le problème de la gouvernance économique et de la gouvernance du secteur de l'eau en particulier. C'est un secteur qui a bénéficié de beaucoup de publicité des années précédentes, comme quoi on est en train de faire des choses, etc. Et là, 2021, on se reçoit des barrages vides et des robinets qui sifflent. D'accord. Je crois que c'est vraiment significatif, si tu veux, de la crise, de la faillite de gouvernance qu'on a.
les seules réponses qu'on a actuellement, et je suis un peu en désaccord avec Reda sur ce sujet-là, c'est qu'on nous oriente vers d'autres investissements. C'est-à-dire, on va rajouter, on va pomper, on va... Ah ben, tu es en train de mal gérer. Donc, si tu rajoutes de la capacité, tu vas continuer à mal gérer. Donc, le gouffre de dépenses, c'est infini. On va avoir c'est pas un problème de sous-investissement. Non, non, il y a sous-investissement, mais ce n'est pas le problème numéro un dans la hiérarchie des problèmes qu'on doit régler. Pour moi, le problème numéro un dans la hiérarchie qu'on doit régler, c'est un problème de gouvernance. Pourquoi des barrages sont envasés? Mais justement, Oui, Ali, sur le dessalement, c'est quand même, le modèle, il est moderne, alors, regarde, il est avant, PPP. Mais avant, tu as des barrages qui sont envasés. Tu trouves ça normal? Qu'en 2021, on parle de barrages envasés. On a un retard sur le programme barrage. C'est la stratégie de mobilisation d'eau. Le patron de NBB est en prison. Il est passé par la case ministre, puis il est allé à la case. L'ANBT, ex-ANBT, ministre, oui. Tu as un problème de gaspillage d'eau. Le problème des fuites, on en parle à longueur de journée. Le problème de la surconsommation d'eau dans le secteur agricole, on en parle à longueur de journée. Le problème de la, comment on appelle ça, de la non-utilisation des eaux de steppe. Actuellement, on a à peu près 200 steppes, mais on n'a pas de chiffre sur combien marche. Quand je dis elle marche, ça veut dire qu'elle traite de l'eau pour en sortir de l'eau de qualité agricole qui retourne vers le circuit d'irrigation. On n'a pas de données, mais en gros, on sait très bien que le taux de mobilisation... Donc il y a un problème de gouvernance très sérieux. Et je crois que si on ne règle pas en amont le problème de la gouvernance du secteur, continuer à piocher ne fera que nous amener vers de nouveaux fonds en réalité. Parce qu'on va avoir encore de nouvelles stations qui ne marchent pas, on va avoir encore de nouveaux forages qui ne marchent pas, on va avoir encore des histoires de conduite. Là, je connais l'épisode de Annaba il y a 2-3 ans, où c'était une histoire où une sorte de raccord avait mis 4 ans pour être acheté. Bon, il ne faut pas... c'est des aberrations de gestion. Donc, je crois qu'il faut mettre de l'ordre dans ce secteur-là. C'est prioritaire. Est-ce qu'on peut imaginer, Nassim, est-ce qu'on peut imaginer... On a quand même c'est aussi le secteur de l'eau, comme c'est très sensible, c'est les populations, et c'est un sujet de colère. Hein. Il y a eu déjà des premières émeutes. Estampillé Hirak, parce que maintenant, on n'allume pas des pneus et on casse rien du tout. On fait c'est le MIA. C'est le MIA, voilà. Il y a cela et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Est-ce que c'est un domaine, le PPP, dans les approvisionnements de base, hein, dans l'eau, en particulier c'est de l'eau que nous parlons, est-ce que ça peut être attractif pour relancer des partenariats pour le dessalement ou pour la gestion de l'eau existante? On a CEAL, on a la Suez qui est en train de quitter Alger. Est-ce que c'est un modèle sur lequel on peut relancer des partenaires pour être efficace et pour améliorer la gouvernance? Alors, moi, je commencerai le problème un peu différemment. Pour pouvoir dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui. Moi, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y a eu quelques milliards de dollars d'investis sur les années qui ont précédé, sur des barrages, stations d'épuration, sur des unités de dessalination. Je pense que pour pouvoir faire une analyse, il faut d'abord faire peut-être un état des lieux aujourd'hui. Il y a eu de l'investissement, et je rejoins ce que dit mon ami Ali, il y a eu de l'investissement. Je crois qu'il faudrait d'abord comprendre où a été cet investissement et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. C'est compliqué de dire on va réinvestir de l'argent ou c'est du management. Moi, je pense qu'il y a une partie du management qui pose problème. Ça, c'est certain. Mais faisons un état des lieux précis avant tout, de savoir qu'est-ce qu'on va faire après aujourd'hui. Parce que se retrouver aujourd'hui, en tout cas une ville comme Alger, un pays comme l'Algérie, sans eau, je pense, en termes, en tout cas, je suis économiste, en termes d'économie, l'image est très très mauvaise. Donc, faisons un état des lieux, mais réel et honnête, savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et à partir de là, si c'est le management, il faut former le management ou prendre de l'assistance de management. Si c'est de l'investissement, il faut cibler l'investissement. Parce que la preuve, c'est qu'il y a eu des milliards de dollars qui ont été investis et aujourd'hui, on se retrouve quand même sans eau. Il faut d'abord déterminer le pourquoi pour ensuite aller sur le comment. Alors, vous avez intervenu tous les trois, personne n'a évoqué le sujet qui fâche. Les économies d'eau, c'est aussi la stimulation par les prix. On parle souvent de réduire la subvention indirecte qui est donnée au mètre cube d'eau. Vous êtes en campagne politiquement, personne ne veut évoquer le sujet, c'est ça? Si, moi, vous avez un mandat quelque part. Non, il faut arrêter. Non, je sais que Reda, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais je suis Baudor qui va nous dire qu'il ne faut pas toucher au prix. Je suis sérieux, parce que... Même pas le mètre cube supérieur aujourd'hui, de la consommation. on a consulté, si vous voulez, les chiffres à travers le monde. Dans notre PIB, l'aide sociale au prix, à la farine, à l'eau, à l'électricité, représente 9,4% du PIB.
produit intérieur brut. Ça, c'est pour les Cherchez, subventions directes. cherchez. C'est pour les directs. Hein. Non, s'il te plaît, cherchons dans l'économie américaine, suédoise, française, italienne, japonaise, vous trouvez ces ratios qui oscillent entre 8 et 11,5%. Nous, à 9,4%, nous sommes dans la fourchette. Et nous ne sommes pas encore capables aujourd'hui de gérer ça avec discernement. Mais si je touche à ça, je n'ai pas 1 million ou 10 millions de milliardaires en Algérie. Mais j'ai 42 millions de gens qui vivent tout juste leur seul. Le reste sont un peu au-dessus. C'est pas pour un ou 2 millions comment on que je vais détruire l'électricité. On est d'accord pour dire que depuis qu'il y a eu des tranches qui ont été augmentées, il y a eu un effort. L'essence, le carburant, Oui, tout le monde constate que... Non, il faut arrêter. Je pense qu'il faut arrêter de tirer sur cet aspect de la chose. On n'est pas encore compétent sur le plan de la gouvernance de cibler, si tu veux, les aides. Ça va venir avec le temps. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas du gaspillage parce que l'eau ne coûte pas assez cher? Non, je ne pense pas que ce soit... J'ai dit que c'est de l'incompétence. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des fuites. On dit... Certains disent qu'il y a 30%, d'autres disent 40%. On a appelé l'assistance technique étrangère pour réduire, si tu veux, les fuites. Pas pour distribuer l'eau, on sait distribuer l'eau. Eh bien, il paraît qu'on a réduit. Moi, la seule chose, je suis toujours l'industrialiste qui parle, il y avait un projet de canalisation en fonte et d'accessoires en fonte. Parce que dans les villes, dans les sites urbains, on ne doit pas transformer... La seule canalisation qui résiste aux fuites, qui résiste à la casse, c'est la fonte. Et là, il y avait un projet d'usine. Ça fait 50 ans qu'on n'arrive pas, je vous le dis, autour de cette table, qu'on n'arrive pas à réaliser une tuberie en fonte et ses accessoires. Pour la simple raison que depuis 50 ans, c'est toujours les mêmes qui aspirent dans l'importation. Je mesure mes mots. Tout ce qui est importation en fonte, il y a 2 grands producteurs mondiaux, l'un une multinationale suisse et une multinationale américaine. Les cahiers des charges d'importation sont faits selon ces 2 multinationales qui se partagent le marché algérien et on n'arrive pas à industrialiser. Les Égyptiens ont pu contourner, ils avaient le même problème, ils ont réalisé leur usine. Donc, techniquement, pour résoudre le problème, dans les villes, Reda, je vais résumer. Il faut réduire les fuites, parce que c'est très important, et réduire les fuites à moindre coût en algérianisant la production des canalisations et des accessoires en fonte. On a bien compris. Dans les villes, il n'y a que la fonte qui permet de ne pas avoir de fuite. Un point, on passe au point suivant, très vite là. Aujourd'hui, tu as une situation où tu as quasiment une rupture de service. Tu ne peux pas commencer par augmenter les prix. Tu dois rétablir le service. Donc, si on était dans un contexte, tu avais parlé d'électricité, où tu as le service qui se déroule et que tu dis, ce service-là, je n'arrive pas à assurer son équilibre ou du moins le niveau de subvention est au-delà de la capacité du budget de l'État. On serait sur un sujet prix. Aujourd'hui, on n'est pas dans un sujet prix, on est dans un sujet de continuité de service. Il y a une rupture du service parce que, comme je disais, la gouvernance, ce n'est pas que le management. C'est aussi l'instrumentation de contrôle. C'est-à-dire qui évalue les politiques publiques, qui contrôle, qui évalue justement les performances. Là, il n'y a rien. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on a, où est allé l'argent, comme on dit. D'accord ? Donc, rétablissons un cadre de gouvernance, rétablissons le service. Une fois qu'on aura un service, on va pouvoir se dire finalement, est-ce que ce service-là, il est soutenable par le budget de l'État, ou bien est-ce qu'il ne faut pas appeler à une contribution supplémentaire du citoyen ? Je crois qu'on perd un peu de vue que même le fournisseur d'eau, c'est quand même un opérateur économique. Moi, je suis plus pour un petit peu cibler la subvention. Aujourd'hui, il y a un peu de tout et du n'importe quoi, que ce soit dans le domaine de l'eau, de l'électricité, le pain, par exemple. Je crois qu'il y a un problème de mentalité. Et moi, je suis en tout cas favorable à cibler, en tout cas, la subvention. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai du mal un peu à déroger. Alors, encore une fois, il ne faut pas perdre de vue que ce soit le fournisseur d'électricité ou d'eau, ça reste quand même des opérateurs économiques. À ne pas faire de profit, pourquoi pas, parce que ça devient quand même quelque chose d'utilité publique, mais je pense que le fait peut-être de cibler mettra un peu plus de discipline, de ne pas laisser les robinets ouverts tout le temps, de ne pas laisser la lumière allumée tout le temps, de ne pas laisser une climatisation allumée en permanence, même qu'on est absent.
Il y a toute une éducation à faire. Mais reste que, je pense, la subvention pour tout le monde, je suis d'accord avec Reda, tout le monde n'a pas les moyens. Ciblons ceux qui ont besoin d'un complément et il faut arrêter cette subvention à tout va. Alors la crise de l'eau, c'est peut-être un des cadeaux empoisonnés qu'a laissé le gouvernement, dans lequel se trouvait Ayman Ben Abdelrahman, qu'il va retrouver au début de sa fonction, une fois qu'il aura nommé son cabinet. Il y a plein d'autres cadeaux empoisonnés. Je peux en citer un ce matin. Au moment de sa nomination hier, il y a eu le chef d'un parti politique légal de Fethi Gras, du MDS, qui a été arrêté. On aurait pu faire le cadeau à un nouveau Premier ministre de lui éviter cet affront. L'actualité de la soirée d'hier, c'était le quasi-enlèvement des chefs de parti légal qui est en garde à vue. Ayman Ben Abdelmalek, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi de ne pas commencer par ça, parce qu'on n'a pas le sentiment que ce soit le Ben Abdelrahman, pas Ben Abdelmalek. Ben Abdelmalek, c'est parce qu'à un moment donné, je voulais vous dire, c'était mieux du temps d'Abdelmalek Sellel quand il était à la tête du secteur de l'hydraulique. C'est une vanne. C'est une vanne. Non, t'es pas obligé de... C'est une vanne. On rigolait avec lui. Voilà, Reda dit qu'on rigolait avec lui, ce qui n'est pas totalement faux. Un banquier central, donc il a été gouverneur de la Banque d'Algérie que 18 mois, je crois, qui a été surtout censeur, fonction importante, supposée être importante à la Banque d'Algérie depuis 2010, Ayman Ben Abdelrahman, diplômé en droit, hein, il faut bien le noter, parce qu'on compte beaucoup sur ses capacités d'économiste, mais bon, elles ne sont pas tout à fait avérées. Voilà, c'est d'abord un juriste, un peu comme bon. Oui, on est un peu dans cette configuration. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pioche? Il faut se mouiller, Reda, il faut se mouiller. Non, moi, se mouiller, c'est simple. C'est un Il faudra attendre pour voir. Les problèmes... On l'a déjà vu à l'œuvre à la tête de la Banque d'Algérie, on l'a déjà vu à l'œuvre à la tête du ministère des Finances. Et avant de quitter les finances, je pense qu'il y a une nouvelle règle hier qui a été publiée par la Banque d'Algérie et que la Banque d'Algérie va faire tourner un peu la machine, la planche à billets, qui n'est pas une mauvaise chose. Et ils ont trouvé un système circulant qui permet donc d'imprimer d'un côté, renforcer les liquidités des banques et permettre aussi au Trésor public d'émettre des obligations que les banques auront les moyens d'acheter. Donc, mais c'est un genre un système tournant, presque cavalier, disons, mais qui permet à l'économie, si vous voulez, de s'oxygéner. Ce n'est pas une mauvaise chose, on n'est pas là pour tirer sur les pianistes, donc ce n'est pas... Et mérite, on revient à Ben Abdelrahman? C'est l'une des dernières décisions, je pense, en tant que ministre des Finances, parce que je ne pense pas que la Banque d'Algérie n'est pas sous la tutelle du gouvernement. Ça n'est plus du temps de Abdelwahab Kiram, ou là de Abdelrahman Haj Nasser. Non, là aujourd'hui, la Banque d'Algérie est rentrée dans l'ordre et elle appartient au gouvernement, à l'exécutif qui en fait son outil de gestion de l'économie. Donc, c'est peut-être une bonne chose ou une mauvaise chose, je laisse ça aux puristes. Mais voilà, Ben Abdelrahman, c'est un bon juriste. Espérons, moi ce que je souhaite, c'est qu'il nettoie tous ces textes scélérats qui donnent des pouvoirs de coercition à l'administration et qui empêchent l'économie de se développer, l'investissement de se faire. Et donc, plutôt que... On va venir sur... Non, moi, c'est ce que j'attends de lui. C'est déjà le profil. C'est ce que j'attends de lui. C'est déjà le choix du profil. C'est ce que j'attends de lui. Moi, j'attends de lui. L'économie peut fonctionner, mais... Non, la question, c'est, on sait ce qui attend un Premier ministre ou un leader d'exécutif en Algérie. La question, c'est est-ce que c'est le bon gars pour le job? C'est en fait ça la question. C'est un bon fonctionnaire, il va fonctionner. Donc on avait besoin d'un fonctionnaire à la tête du gouvernement. Enfin, parce qu'il y avait le choix pour le président de la République. Soit nommer un chef de gouvernement en s'appuyant sur les partis qui sont majoritaires, soit en nommant un Premier ministre. Il a décidé de nommer un Premier ministre et non pas un chef de gouvernement qui est à la tête d'un parti majoritaire. Non, il est là. Donc, on a nommé un bon fonctionnaire qui va fonctionner et qui va avoir une mission bien précise, relancer l'économie. Et j'essaie de me souvenir, Reda Amrani était aussi bienveillant avec
avec Abdelaziz Djerad au début de sa. Bon, on va retrouver ça. On va retrouver. Parce qu'il donne toujours le bénéfice du doute. Non, maintenant, je le laisserai pas parler d'Abdelaziz Djerad. Non, je ne suis jamais sur le pianiste, moi. Non, les ambulances, c'est fini. On a un peu cette limite. Je crois que tu viens d'utiliser un mot-clé, là, c'est le bénéfice du doute. D'accord? Donc, il faut lui laisser sa période de grâce. Moi, je pense qu'il ne faut pas préjuger, parce qu'il y a un adage plutôt qu'un proverbe qui dit que parfois la fonction fait l'homme, ou la personne, ou la femme, hein, pour être aspégeant. La fonction crée l'organe. La fonction crée l'organe, ou la fonction fait l'homme aussi. C'est-à-dire que parfois les gens sont transcendés un peu par la fonction qu'ils occupent. Mais mis à part, je dirais, ce crédit qu'on donne comme ça à la personne sur une période de grâce, moi, je suis un peu dubitatif, disons, et un peu méfiant. Parce que dans nos analyses précédentes, on avait bien dit que le gouvernement avait été inopérant et que c'était un gouvernement d'inertie sur les 2 années qui sont passées depuis l'éclatement d'abord du Hirak, mais même avant, on était déjà sur une période inerte. Hein. Donc, où les gens étaient au fil de l'eau en train d'attendre que le pétrole remonte. Et bon. Et ce monsieur Ben Abdelrahman était dedans. Donc c'est ça où je suis méfiant. Est-ce qu'on connaît des tentatives moi, personnellement, non. de faire bouger les lignes? Moi, je n'en connais pas. Donc c'est pour ça que je suis méfiant. Je dis attention, profil technocratique parce qu'on n'a pas trouvé la bonne cuisine politique du côté de la nouvelle APN. Je peux comprendre cela. Maintenant, est-ce que le fait de choisir un haut fonctionnaire qui a, d'après les faits, d'une manière factuelle, avait un peu tendance à regarder l'eau couler, je n'en sais rien. J'espère qu'il y aura un électrochoc. Moi, je crois toujours à cet effet électrochoc du fait qu'il y aurait un nouveau gouvernement et qu'on puisse Parce que de toute façon, les éléments sont là, les constatations, les analyses. Oui, l'électrochoc. Je manque l'électrochoc. Oui, Nassim, tu as tendance à le chercher peut-être dans l'identité de ceux qui vont animer le portefeuille de l'industrie, le portefeuille du commerce, le portefeuille des finances. Plutôt de ce côté-là, peut-être que on est toujours sur la gouvernance économique, hein, pas sur autre chose. Alors bon, moi, comme tu le sais, je prends toujours d'abord, je pense dans ce pays, il faut d'abord régler le problème qu'on a économique et social. Donc, qui va. D'abord par rapport à quoi? Par rapport à la politique? Oui, par rapport à la politique aujourd'hui. Enfin, Je sais qu'on est en désaccord là-dessus. Aujourd'hui, on a un problème. Attends. Tu es en désaccord avec tout le CE. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Attends. Parce qu'on a des années d'émissions derrière nous, on disait. Je sais très bien ce que tu dis. Mais non, je ne dis pas qu'il n'y a pas le volet politique. Attention, on a un volet économique qui est. Je pense qu'on est au stade d'urgence aujourd'hui. Oui, alors, moi, on est d'accord. Alors moi, en tant qu'économiste et financier, ce serait vous mentir de dire que je ne me réjouis pas d'avoir un Premier ministre qui vient au moins de l'économie et des finances. Maintenant, voilà. C'est bien d'avoir choisi quelqu'un qui comprend l'économie. Ah, moi, ça, moi, le choix, en tout cas, sur le profil, moi, je n'ai pas jugé l'homme, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir? Maintenant, il y a un background derrière ce monsieur. Il était à la Banque d'Algérie. Il était ministre de l'économie. J'ai failli dire de l'économie. J'espère qu'il y en aura un d'ailleurs. Ministre des Finances. Maintenant, je pense qu'il connaît la problématique. Quelle est la problématique? C'est l'investissement est bloqué. Pourquoi? Je pense qu'il doit avoir il connaît les raisons de ça. Il y a une relance économique qu'il faut faire aujourd'hui. Je pense. Maintenant, moi, ce que je vois, moi, je laisse ce bénéfice du doute. Moi, je vais un peu fonctionner comme moi. Je vais donner 100 jours à ce gouvernement, à ce Premier ministre. Qu'est-ce qui va se passer dans les... Attends. Qu'est-ce qui va se passer de maintenant à 100 jours? Ça veut dire que si, dès le départ, on ne sent pas des mesures concrètes et fermes, je pense que ce serait donner un coup d'épée dans l'eau. Mais je laisse le bénéfice du doute à ce Premier ministre qui a, j'estime, au moins un background financier et économique. Voyons qu'est-ce qui va être décidé, et ça va commencer dès les premières heures de formation du gouvernement. Quand je dis 100 jours, c'est au bout de 100 jours, il faut faire un bilan. Mais on ne va pas commencer dans 100 jours. Qu'est-ce qu'il va y avoir de concret? Je crois que les problèmes... Vous savez, je disais à un ami il n'y a pas très longtemps, je dis, l'Algérie peut être exportateur et compétitif de propositions. Je crois que les propositions, il y en a eu de partout. Je pense que tout le monde sait à peu près quoi faire. Maintenant, il faut mettre la main dans la pâte et commencer à vraiment opérer un changement. Alors, avant de rentrer dans le détail de la feuille de route de ce qu'il faut faire pour que, sur le délai des 100 jours, on puisse avoir une visibilité sur l'action, entre guillemets, réformatrice de ce gouvernement, encore une question sur le choix. Est-ce que le fait d'avoir pris un banquier central, ce n'est pas une anticipation sur les difficultés qui pointent
peut-être déjà dès 2022, et le retour de l'Algérie sur le marché mondial, sur le marché financier international, et donc la nécessité de négocier avec les multilatéraux, les espaces multilatéraux, le FMI, éventuellement la Banque mondiale pour financer des projets, et donc de lever des crédits sur le marché international. Est-ce que ce n'est pas aussi une des raisons qui a motivé le choix? Je ne pense pas. Moi, je ne suis pas aussi alarmiste sur ce que ça. Ça descend. D'émission en émission, la réserve de change Non, descend. ça ne descend pas. Là, on est à 30 milliards. Non, on est au-dessus des derniers chiffres. On est en train de monter grâce au prix du pétrole. On est à 46 ou 47. On n'est pas dans cette situation. Contrairement à ce qui se dit, on n'est pas dans cette situation. Donc, ce n'est pas ça qui a choisi. Non, ce n'est pas ça, parce qu'aujourd'hui, l'économie, si vous voulez, la bêtise qu'on avait, c'est qu'on amenait des partenaires et c'est les banques algériennes qui donnaient les devises aux partenaires. Donc la loi des finances complémentaires a annulé ça, heureusement. Deuxièmement, on s'interdisait pour les projets structurants qui se substituent à l'importation et qui exportent une partie, on s'interdisait de recourir au financement extérieur de ces projets, même avec un partenaire étranger, qui était une aberration économique. Aujourd'hui, un projet qui a une durée de retour d'investissement de 5 à 7 ans et qui a des crédits extérieurs disponibles et qui peut se garantir par lui-même, surtout s'il a un partenaire étranger qui lui ramène et le savoir-faire de la gestion et le savoir-faire de l'exportation. Donc, s'il a ces garanties, moi je multiplie les projets. Au lieu de faire un projet, quand je le finance avec les ressources extérieures, j'en fais 5 ou 6. Parce que je finance, et les financements donc la disponibles. Balance des paiements n'est pas prioritaire pour le moment dans les choix de gouvernance. Il ne faut pas être alarmiste. Okay. L'Algérie n'est pas endettée sur le plan extérieur. Elle n'a rien à voir avec le club de Paris, rien à voir avec le club de Londres. Elle n'a pas besoin d'un soutien du FMI pour négocier avec ces deux clubs. Donc je ne vois pas pourquoi on est en train d'alarmer. On va aller au FMI, on va aller soutenir. Non, la question, on n'alarme pas. La question, c'est est-ce que le choix qui a été très surprenant de Ayman Ben Abdelrahman, est-ce qu'il n'était pas aussi lié à cette problématique? Non. Le choix d'Ayman Abdelrahman, c'est de secouer le cocotier, d'arrêter le blocage de l'investissement, d'arrêter le blocage de l'entreprise. On aurait pu mieux faire quand même. On peut toujours mieux faire, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'ils ont été chercher loin. Ils cherchent toujours dans le sérail. Mais le système, il cherche dans le sérail. Quelqu'un qui est passé, qui a été ministre des Finances, qui est passé ici plus d'une fois, Allah yarhamou Abdelrahman Ben Khalfa, qui est passé ici. Moi, je trouve que quand il a été ministre des Finances, c'est quelqu'un qui a plus tenté de faire bouger le cocotier que quelqu'un comme Ayman Ben Abdelrahman. Il a essayé de lutter contre l'informel, il a la relation avec le secteur, il a essayé de relancer une réforme du secteur financier. Il y avait des tentatives de ce type-là. Évidemment, quand on n'est pas solide politiquement, quand on n'a pas de légitimité, quand on est juste un fonctionnaire, on ne peut pas aller très loin, on le sait, c'est la règle des reins. Mais pour finir avec Ayman Ben Abdelrahman, on n'a pas le sentiment que c'est le même profil, que lui, il est capable de faire bouger les lignes. Le sérail est allé chercher à l'intérieur, dans son panier, et il a ressorti quelqu'un de chez lui. Il y a un problème actuellement de confiance qui passe au-dessus du problème de l'efficacité, au problème de résoudre les véritables problèmes de l'Algérie. Nous, on l'appelle c'est l'obédience. Juste une remarque, tu faisais parallèle par rapport à Abdelrahman. Je crois que Ben Khalfa a fait face quand même à un mécanisme de blocage dans son entourage immédiat énorme, que ce soit le secteur bancaire ou dans les grandes directions générales du ministère des Finances, et qui ont vidé de contenu son programme, et lui avait un programme. Il avait l'oligarchie aussi en face de lui. Mais de toute façon, il n'a pas pu bouger, il fallait qu'il parte. Est-ce que Ayman Ben Abdelrahman ne va pas avoir les mêmes obstacles s'il engage des réformes? C'est un point d'interrogation, parce que la mécanique bureaucratique, c'est le gros mécanisme de on ne bouge pas, etc., c'est quand même quelque chose d'assez consistant en Algérie. Pour revenir à la question de l'interface organismes internationaux, donc multilatéraux, il faut distinguer donc la partie Banque mondiale, Banque africaine de développement, etc., de la partie FMI. Privée.
Ah, dans donc la FMI. FMI. Parce que le FMI intervient essentiellement sur la stabilité monétaire, budgétaire des États, sur la balance des paiements, etc. Donc là, on a une embellie. Donc l'horizon FMI n'est plus dans la même, disons, criticité, je dirais, que par rapport il y a 3-4 mois. Hein. Mais, et ce qu'on a toujours dit dans cette émission, il faut revenir au plus vite sur le marché financier international. Il faut arrêter cette politique de fermeture. Ça fait 5 ans que la Banque mondiale nous attend avec des propositions. Ça fait 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus, depuis 2000, que la Banque africaine de développement nous attend avec des projets. Enfin, on a levé 900 millions de dollars qui ont servi surtout à la balance des paiements et pas à financer des projets. Et il faut les transformer en investissement, c'est ça le deal. Et la Banque africaine dit, les 900 millions, transformons-les en investissement. Qu'est-ce qu'on attend? Donc, il y a quand même des choses, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle un effet de levier. Parce que la signature de ces organisations-là nous permet d'avoir d'autres accès, soit à de l'investissement institutionnel, à des grandes banques régionales, ou à des investissements privés. Donc, je crois que, de ce point de vue-là, le fait de mettre un financier à la primature peut être un phénomène d'accélération, parce que c'est un élément de langage. Là où j'étais méfiant tout à l'heure, je suis méfiant. Parce qu'il était déjà ministre des Finances. Et il n'a rien fait sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça qu'en même temps, je rejoins quand il dit oui, c'est un gars du métier, du langage, il a les éléments de langage, il a la compétence de base, c'est indiscutable. Mais derrière, est-ce qu'il a la volonté politique de faire bouger les choses? Ben on verra, on va se donner 100 jours. Moi, je suis partisan du bénéfice du doute. Alors, la volonté politique, elle est peut-être déjà tracée dans le plan de relance qu'a publié son prédécesseur avant de partir. Donc, le plan de relance avec 146 recommandations, avec 11 ministères chefs de projet pour piloter ces recommandations, dans lequel il y a beaucoup de propositions intéressantes. Dans lequel il y a beaucoup de recommandations intéressantes, même si la cohérence du tout est très, très discutable. Est-ce que finalement, la feuille de route de Ayman Ben Abdelrahman ne va pas juste consister à implémenter ce que son prédécesseur n'a pas réussi à faire, en fait? Alors, tu sais, il y a un problème de base. Je pense, moi, la première mission de ce Premier ministre qui va être nouvellement désigné. Désigné, oui, désigné, pardon. Non, il n'a pas été élu. Là, aucun excuse-moi pour mon... Sorry for my French. Désigné, oui. Alors, d'abord, je pense il y a un état d'esprit. Il faut d'abord remettre de la confiance aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un gros problème de confiance. Il a commencé avec ça, le bal. Oui, ça j'ai vu. Je parle sur le volet économique. Il faut remettre les bases, d'accord. Il y a les textes, les propositions. Sincèrement, les propositions, ça fait quelques mois que je suis à Alger, j'en entends, et des intéressantes, des constructives. Vous en faites vous-même ici, dans cette émission, qui sont intéressantes et réalistiques. Mais je crois que d'abord, il y a ce climat de confiance et de méfiance qui pèse énormément sur l'investissement, sur la promotion de l'économie en Algérie aujourd'hui. Tout le monde a peur de faire quoi que ce soit. Tout le monde a peur. De quoi? À la limite, il y en a beaucoup qui ne savent même pas de quoi ils ont peur. Je pense qu'il faut d'abord remettre un peu cette confiance, que les gens puissent être dans des dispositions de façon à pouvoir accueillir ces mesures, les discuter et pouvoir les faire voler. Aujourd'hui, même si vous sortez les meilleures mesures aujourd'hui économiques et vous libérez ce qui bloque l'investissement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a un blocage de l'investissement, l'économie et l'investissement est bloqué par des textes, par plein de choses, mais les textes on peut les changer. Mais le climat de confiance, c'est, je pense, un gros chantier qu'il faut mettre en place aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est primordial aujourd'hui. Et ce serait quoi, une mesure qui rétablit le climat de confiance, pour aller dans le détail? Ben écoutez, déjà, peut-être éviter de mettre en prison des gens qui font de l'exportation, déjà, parce que ce serait pas mal, déjà, je pense, à mon avis. D'accord? Donc, peut-être modifier ces textes-là. Vous savez, on peut faire une opération commerciale et tomber sur un mauvais client, faire une mauvaise opération commerciale, ou avoir un problème sur la marchandise dans le transport. Donc, déjà ça. Je pense qu'il faut faire peut-être un peu plus confiance aux opérateurs économiques algériens aujourd'hui. Il faut arrêter de penser que, malgré la vague qu'il y a eu, de penser que tous les opérateurs, c'est des escrocs. Non. La majorité des opérateurs économiques, c'est des gens honnêtes qui veulent travailler, développer l'entreprise. Et puis, on a ce volet-là. Parce qu'il y a l'économie à mettre en place. Et puis, il y a une chose aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est se diriger vers l'exportation aujourd'hui. Parce que sans l'export, je pense qu'on va aller à l'agonie très rapidement. Donc, le chantier de base, d'abord, il faut d'abord d'avoir envie de faire des business aujourd'hui en Algérie. Moi, je parle des opérateurs économiques, que ce soit des étrangers ou des Algériens. Ils ont tout simplement arrêté d'investir. Ils ont arrêté de lancer de nouveaux projets. Vous savez, aujourd'hui, il y a des sociétés ils ont différentes activités.
ils arrêtent. Ils maintiennent limite ce qu'ils ont aujourd'hui, mais l'impact, l'impact économique, il est terrible. Parce que même au niveau de l'État, il n'y a plus de collecte fiscale, le chômage qui augmente, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a un climat qu'il faut s'atteler à pouvoir rétablir. Mettre peut-être tout le monde autour d'une table, et puis parler franchement. C'est quoi le problème? Parce qu'avoir une épée de Damoclès sur la tête qu'on veut investir et promouvoir, excusez-moi, ça ne vous met pas très à l'aise pour faire du business aujourd'hui. Et puis, il faut ouvrir. Tu parlais de l'investissement. Moi, je te rejoins complètement. Je n'ai pas besoin que l'État me garantisse mon investissement extérieur. C'est mon projet. Vous savez, moi, il y a un fonds d'investissement. S'il vient investir en Algérie, il ne va pas investir avec les garanties de l'État. Ou il a un projet qui est viable, il investira dedans, ou il n'y investira pas. Donc, tant qu'on n'a pas ouvert l'investissement, et comme tu as dit à l'État, à ce titre, si la banque algérienne, d'abord, il faut laisser les banquiers algériens faire leur métier de banquier, et puis ouvrir plus d'opportunités, laisser les investissements extérieurs. Et puis c'est l'investissement qu'on fait, tout simplement. Il faut rouvrir un peu ça. Et tant qu'il n'y a pas ça, je crois qu'on va continuer à tourner en rond, on va continuer à faire des propositions. Moi, je t'ai dit, il y a peut-être un peu d'humour. On peut même exporter les propositions aujourd'hui. On est très compétitif. Mais on voudrait bien que ces propositions se passent en application. Oui, enfin, ça me rappelle une citation que je n'ai pas le temps de reprendre aujourd'hui. Rida, tu as été très studieux, tu as potassé près de 200 pages, 190, je crois. 180 pages, des tableaux. Des tableaux. Les tableaux sont très intéressants. Les annexes ils ne sont sont très pas aussi intéressants que tu à le la fin. crois. À la fin. Non, c'est de l'info, c'est de la data. C'est de la data. la data. Alors, ma question, Oui. c'est est-ce que ça peut faire office d'une feuille de route? Il s'agirait juste pour le nouveau cabinet qui va se mettre en place de l'implémenter. Parce que c'est quand même un plan 2020-2024. 2024. Mais enfin, comptons lui. Et je donne la raison à Slim, qui autour de cette table nous avait dit, Slim Othmani, qui disait qu'ils sont venus avec des propositions, des choses, et qu'on ne les a pas écoutées, on leur a fait le système parti du FLN. On vous ramène un document, vous l'approuvez, vous allez manger, vous applaudissez, on part. Et quand j'ai lu dans le détail ce rapport, ce plan-là, eh bien, c'est un plan administratif. Je suis sérieux quand je dis c'est des propositions administratives. J'ai cherché l'entrepreneuriat là-dedans, les propositions du secteur économique. Elles n'y sont pas. C'est des rapports de ministère avec des tableaux qui fait quoi? Il n'y a même pas la planification. Il y a des délais qui sont lâches. Il n'y a pas de précision économique. D'où vient l'argent pour faire ça? Combien d'argent? Enfin, allez-y, les plans de relance européens. Vous avez dans le détail l'économie, qu'est-ce qu'on fait, tel secteur, tel autre secteur, comment on destine cet argent. On n'a même pas, si vous voulez, l'argent qui va être mobilisé. On ne sait pas. Il y a des projets, il y a des programmes, et l'entreprise, l'économie réelle, l'économie active, celle qui est sur le terrain, est absente. Tu retiens rien de positif dans ces recommandations? Sérieux, pour le doing business, par exemple, on a parlé des terrains d'investissement, il y a plusieurs recommandations qui essayent de... Mais c'est des recommandations qui datent de 50 ans. Mais je suis sérieux, elles datent de 50 ans. Le guichet unique, c'est fin des années 70. Lorsqu'on était en train de discuter de l'Agence nationale de développement économique ou de l'APSI, c'était là. Mais aujourd'hui, au lieu de faire un guichet unique, pourquoi je suis obligé se poser la question rationnellement? Pourquoi j'ai besoin d'un guichet unique? Parce qu'il y a des lois qui m'empêchent d'investir. Eh bien, avant d'aller au guichet unique, supprimons ces lois qui m'empêchent d'investir. Parlons le langage des entrepreneurs et non pas le langage des fonctionnaires. Eh bien, dans ce que tu dis pour essayer de faire plaisir à Doing Business, quand tu vois les gens premiers de la classe, que ce soit les Scandinaves, le Sud-Est asiatique, tout cela, ils ont un minimum de lois qui entravent l'investissement et l'activité de création de richesse. Et nous, on a des forêts de lois. On n'a eu que des juristes. Et c'est ce qui me fait peur avec le nouveau chef du gouvernement, le nouveau Premier ministre. C'est un juriste. tu ne l'as pas dit tout à l'heure. Oui, mais je l'ai dit que c'est un juriste. Ça te faisait peur le fait qu'il soit juriste. Mais j'ai vu aussi... Donc tu aurais préféré un chef d'entreprise? Ah, heureusement. À la tête du gouvernement? Ah oui, j'aurais voulu un entrepreneur. On a eu quand même Bled Abstam a ramené Rida Ahmiani à la tête du ministère de la PME.
Mais ce que je dis, c'est que quand j'ai vu Jarrah, j'aime pas tirer sur les ambulances, mais que dans son bilan, il donne le nombre de lois et de textes qu'il a publiés. Moi, j'aurais aimé qu'il nous donne le nombre de lois et de textes qu'il a supprimés pour libérer plutôt l'investissement, l'acte d'entreprendre, l'acte de produire, que ce soit dans l'agriculture, dans le tourisme, dans la gestion de l'eau, dans la création de richesses, dans la recherche-développement. Et là, on n'a que des lois, que des règles, et on a une profession. C'est pour ça que je dis... Allez, moi, la première chose qui m'a traversé l'esprit, c'était le comparatif avec le document restitué par la task force qui a travaillé auprès du gouvernement de Abdelmalek Sallal en 2017 et qui avait sorti un plan triennal de trajectoire budgétaire parce que le gros problème, c'était comment laisser filer, comment éviter de laisser filer le déficit budgétaire. La grande faiblesse, ce n'est pas la seule, de ce plan de relance, c'est qu'il ne dit rien sur les financements et il ne dit rien sur les contraintes budgétaires. Non, en fait, ce plan, ce qu'on appelle plan de relance, pour moi, ce n'est pas un plan de relance. Bah déjà. Pour qu'on se mette d'accord sur des aspects, je dirais, de concepts, d'épistémologie, etc. Ça peut s'appeler ligne directrice pour un plan de relance. C'est-à-dire, voilà ce qu'on voudrait faire. C'est pas, ça, tu appelles un bureau d'études, un cabinet de conseil, il te pond. Hein. C'est des recommandations. Il faudrait faire ceci, il faudrait ouvrir aux IDE, il faudrait chercher... Ce n'est pas un plan de relance. Le plan de relance est constitué d'une série de mesures que le gouvernement va prendre dans X mois. On se donne 12 mois pour faire ça, on se donne 24 mois pour supprimer tout ce qui est on-dit, machin, parcours du combattant, etc. On se donne 24 mois, voilà, il y a 10 mesures. Ouvrir aux IDE, qu'est-ce qui bloque? Il y a 4-5 mesures à prendre, on se donne 6 mois pour le faire. Dépénaliser l'acte de gestion, il y a 3 choses à faire ou 4 choses à faire, on se donne 3 mois pour les prendre. Et surtout l'acte d'exporter. Non, c'est ça un plan de relance. C'est-à-dire que c'est une série de mesures engageantes pour le gouvernement et qu'on peut évaluer à terme, sur les 100 jours ou sur les 2 ans. Donc pour moi, pour le moment, on n'a pas un plan de relance. Ce sont de belles orientations, il y a des choses sympas, mais le problème c'est qu'on en parle depuis 2008 ou 2009. Fait des propositions. Ça y est, il y a des choses insensées aussi. Hein. On parle de 5 milliards d'exportations hors hydrocarbures à l'échéance 2022. Ça ne dérange pas, ça ne dérange pas. On peut faire plus du retour de l'équilibre de la balance commerciale en 2023 et retour à l'excédent. On peut faire plus. Je t'assure qu'on peut faire plus. C'est pas ça le problème. Et je rappelle, ce document vient de ressortir du frigo. Donc, avant qu'on le mette au frigo, décembre, oui. Donc, en fait, sur le fond, il était prêt depuis 5 ans. Puisque c'est ce qu'on est en train de dire depuis 5-6 ans, tous les experts. Depuis le gouvernement Sallal. Donc, ça a été mis au frigo. Ensuite, ça a été ressorti. Ensuite, M. Benmihoub a bien voulu reprendre les choses, etc. C'est très bien. Okay. Je rappelle la conférence de Caire de juillet 2018, où on avait ramené tout ce beau monde. En tant que Caire. Donc, professeur Benmihoub, Reda était venu, il y avait Gomiri, il y avait tout le monde. Toute la crème qu'on avait, on avait 200 experts dans la salle. On n'a pas dit plus que ça, on a dit ça. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que appeler un bureau pour faire des recommandations, c'est une chose. Mettre en œuvre un plan de relance, c'est une autre paire de manches. Et là, on ne l'a pas. Donc, pour revenir au fond de la question, est-ce que le nouveau Premier ministre va se sentir lié ou pas? En fait, pas tellement, parce que ce sont des orientations générales. Alors, tout de suite, pour mettre en œuvre... Il y a une chose, je pense qu'il faut arrêter de se raconter trop d'histoires. Il y a des messages clairs à envoyer, mais très clairs. J'ai parlé de la confiance, ça c'est ce qui est primordial. Ces fameux textes, et encore, je dis encore une fois, les textes, ça se modifie quand on a la volonté de le faire. Il faut créer un environnement. Vous savez, j'avais dit la dernière fois qu'il y a une crise de la pandémie qui est économique, on a 2 solutions. On la subit ou on en profite. Je pense qu'on pourrait en profiter. Pour ça, il faut lancer des messages clairs de Doing Business. On doit avoir des idées, on doit attirer les idées. La première règle, et c'est un sujet, j'ai l'impression qu'on survole à chaque fois, c'est l'informel. Aujourd'hui, qui va venir investir dans un pays? On a 65 ou 70, allez, 50% d'informel. Ça déstructure complètement l'investissement. Personne ne va y aller. Donc ça, c'est déjà un problème de fond, déjà. C'est d'envoyer un message clair sur l'informel. Les avantages de lutter contre l'informel, c'est quand même multiples. Il y a d'abord de pouvoir créer un climat d'investissement qui est au moins sain, et puis on a un problème de collecte fiscale aujourd'hui. D'où l'État va collecter sa fiscalité. Si personne ne paye l'impôt, si l'impôt est détourné, comment l'État peut vivre et comment il peut surtout financer l'économie?
et pouvoir maintenir l'économie et l'emploi en même temps. Donc, les messages, il faut des messages forts et clairs, mais dès maintenant, tout de suite. Il y a un nouveau gouvernement qui va se faire, il y a un nouveau Premier ministre. Alors, contre tout le monde l'informel, attend. qu'est-ce que ce serait le message contre l'informel? L'informel, de mettre des solutions. De ne pas dire il faudrait faire ça. Une amnistie fiscale, je sens que ça va revenir. L'amnistie fiscale, puis sur la retraite, puis c'est le coût de l'argent. Oui, il faut la faire. Bien sûr qu'il faut l'amnistie fiscale. Vous savez, il y a un système qui a mis que on doit bosser dans l'informel. Une amnistie fiscale sans changer le système fiscal. Ceux qui ne voulaient pas y rentrer, ils vont pas nécessairement y entrer. On fera une émission sur cela. À chaque fois, je promets qu'on fera une émission sur cela. Il y a dans le cadre de l'exportation des propositions, le CCE a sa part d'exportation. Ali Harbi a proposé il y a 2 numéros de supprimer la TVA carrément. Sur la distribution. Sur la distribution. Oui. Vous savez, on a juste, je reprends juste ce dernier mot. Je pense qu'il faut mettre des pilotes. Mettre en place des pilotes et voir ce qui fonctionne de façon pour la changer. Là, on a une opportunité, on parlait d'exportation aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment une opportunité sur la Libye aujourd'hui, qui est un marché d'opportunités, et maintenant, je dis bien maintenant. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde débarque sur la Libye. Est-ce qu'on peut prendre 1%, 2%, 3%? Je pense qu'il faut tester cette voie-là, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui va être fait réellement. Il y a le poste frontière, on a annoncé en tout cas qu'il allait être ouvert. Donc attendons. C'est de l'artisanat, ça. Il faut une grande stratégie. Il faut la mettre en œuvre. Et rien d'autre. Et aujourd'hui, tu me parlais du plan. Quelle stratégie pour. S'il te plaît, tu me parlais du plan de relance. Dans ce plan de relance, dans tous les pays, on s'appuie sur les champions de l'économie, les meilleures banques, les meilleures entreprises. Et on s'appuie dessus. On les aide et ce sont eux qui sont la locomotive de l'économie. Dans son plan de relance, je n'ai pas vu les champions algériens. Qu'on le veuille ou non, on a des champions algériens, il faut en être fier. On a Sonatrach, la première entreprise économique d'Afrique. Je reste dans les entreprises. Laisse-moi parler, s'il te plaît, parce que tu me coupes. Il y a, si tu veux, il y a Considère qui est une entreprise publique. Il y a Sonelgaz qui est une excellente entreprise aussi. Il y a le groupement des cimentiers qui est une excellente. Dans le privé, j'ai le groupe Hasnaoui de Blabas. J'ai Condor. J'ai Iris. J'ai Cévital. J'ai 4 ou 5 champions dans le privé, j'ai 4 ou 5 champions dans le public. Enfin, on en a aussi dans la pharmacie, mais on a mis le patron de prison. On a mis en prison. Moi, je ne veux pas entrer Nabil Mellah. Moi, j'aurais aimé que Saïdal, si on ne lui avait pas sabordé ses grands projets, y compris l'extension, modernisation du premier complexe d'antibiotiques à Média, l'usine qui est prête à démarrer pour les produits contre le diabète. Donc, mais je parle de ces 5-8 champions qui exportent, qui sont capables de produire. Normalement, un gouvernement, il a la chance d'avoir ces champions, il en fait des locomotives, il s'appuie dessus, il les aide, il leur donne même des passe-droits, et à ce moment-là, ceux-là, toutes les nouvelles, les start-up, dans tous les pays, les start-up travaillent avec qui? À l'ombre des grandes entreprises. L'innovation se fait dans les start-up, dans les PMI, mais à l'ombre des grandes entreprises. Les donneurs d'ordre pour la sous-traitance, ça vient des grandes entreprises. Et nous, on a ces grandes entreprises dans ce plan de relance. Elles sont invisibles. Tu m'inspires une question. Elles sont invisibles. Nassim a parlé de rétablir la confiance, mais c'était orienté beaucoup vers les chefs d'entreprise pour qu'ils se remettent à investir. Mais moi, j'ai le sentiment que rétablir la confiance, déjà, ça doit commencer à l'intérieur même de la haute administration, parce que c'est elle qui est la première paralysée. Et les Wali, les directeurs de banques publiques, les directeurs des administrations centrales, etc., ne prennent plus l'initiative parce qu'ils se sentent concernés. Donc, ils ont peur de se retrouver en prison. Parce qu'ils se sentent les ministres se retrouvent en prison. J'ajoute un mot là-dessus. Farhat a quitté le ministère sans quasiment, le ministère de l'Industrie, sans jamais signer, sans jamais engagé réellement. Voilà, il a fait tout à fait à la fin parce que le Tebboune l'a obligé à le faire. Mais on a ce sentiment qu'on m'y prendra pas, je ne signe rien. Et donc ça participe de la. Je dis un mot et j'arrête. Si Ali le veut bien. Non, si tu permets, Ali, cette administration s'est accaparée des pouvoirs illicites pour faire de la coercition et participer à l'économie de pillage. Je dis bien, je mesure mes mots. Aujourd'hui, ils ont un ministre de la Justice qui est là et qui les met en tôle.
Plus personne ne signe. Aucun wali ne prend d'engagement, aucun cabinet ministériel ne prend d'engagement. Résultat, l'économie, Donc, c'est comme pas bien que- l'a c'est dit, pas- c'est pas est que figée. C'est pas que les chefs J'arrête. d'entreprise. Non, juste C'est pas ciblé dans le que sur prolongement, oui, dans le prolongement de ce que dit Reda, moi je pense que la question aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on est en stand-by un peu sur un plan économique. On sait bien, c'est une conclusion importante, le changement ne viendra pas de l'administration algérienne. Pour une partie, elle est tétanisée par la peur, pour les gens les plus sincères et les plus propres, et l'autre partie, elle est profondément boutefliqienne, pour dire, elle est vraiment jusqu'au genou, si ce n'est pas plus haut. Donc, ils sont dans le frein à main. Donc, de ce point de vue-là, le besoin, ça va être des ministres. C'est le choix de l'équipe gouvernementale. Donc, on a bien vu dans les années précédentes, ou les mois précédents, pomper dans le vivier de Wali, d'anciens DG, de ministères, etc., ça ne donnera rien. Donc, il faut aller chercher ailleurs. On aurait espéré avoir une APN représentative pour qu'on puisse avoir des ministres politiques. Il faut des ministres politiques Capables de prendre des qui ont de la décisions. vision d'abord et qui injectent le changement de gouvernance. Combien de conseils d'administration doivent être modifiés? Il faut introduire des experts, des gens du privé dans les CA, des grandes entreprises publiques. Ça ne peut pas fonctionner en mode consanguin, ancien de ceci, Ou les fonctionnaires des cabinets tel ministériels. ministère, et puis on fait des CA comme ça. Ça ne peut plus continuer. Donc je crois que si le nouveau Premier ministre, donc Ayman Ben Abdelrahman, se donne la marge de manœuvre, ou qu'on lui donne la marge de manœuvre, pour qu'il puisse donner un coup de pied. On en parlait tout à l'heure. Le coup de pied de la fourmilière, c'est d'avoir un gouvernement d'abord un peu visionnaire quand même. Donc pas j'allais dire un gouvernement de comptables, au sens, hacha les comptables, beaucoup sont mes amis, hein, donc, mais dire au sens où voilà le bilan, on aligne un chiffre devant l'autre. Non, non, ça c'est le travail des directions centrales, etc. Ils font leur boulot. Le ministre, il est politique. Un ministre, ça n'existe pas, de toute façon, sans vision politique. Donc il faut qu'on ait ça. Si on ne l'a pas, on va retomber dans le schéma qu'on a vécu depuis pratiquement 2015. C'est-à-dire, on attend, et puis on attend que le prix du pétrole remonte. Si le pétrole l'année prochaine est à 90, comme certains experts le disent, tant mieux pour tout le monde. On va revenir comme on était et on va encore pomper de l'argent pour le gaspiller. On va finir l'émission, une dernière intervention. Je suis obligé de finir, on a dépassé le temps. Moi, j'espère avoir un gouvernement avec un esprit d'entrepreneur ou des entrepreneurs. Je voudrais bien, en tout cas, mon souhait serait de voir un petit peu un gouvernement qui change un peu du profil habituel. Et je te suis quand tu dis si on reprend des Wali, j'ai rien contre les Wali, mais des entrepreneurs, des gens qui comprennent ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui, il y a certains directeurs centraux ou d'administration, ils ne savent pas réellement ce qui se passe sur le terrain. Quelqu'un qui a fait du terrain, je pense qu'il sera beaucoup plus réaliste. En tout cas, je pense qu'on en a besoin aujourd'hui si on veut vraiment, vraiment faire cette fameuse relance économique sur laquelle on ne fait que parler. Et je voudrais bien qu'il y ait plus des actions que d'en faire quand on en parle. Je vais te laisser la parole, Nassim. La relance économique, elle risque d'être au deuxième semestre gênée, pas seulement en Algérie, mais dans le monde, avec la recrudescence de la pandémie à cause du Delta et du Delta Plus, donc ce variant dont on dit qu'il est indien, du coronavirus. Il y a eu une réunion en urgence, c'est toi qui nous l'avais annoncé au ministère de la Santé hier. Est-ce que vous redoutez le retour d'un confinement en Algérie? On pourrait y réfléchir. Les chiffres d'un pays voisin, la Tunisie, sont devenus alarmants dans les derniers jours. Est-ce que c'est un risque qu'il faut intégrer aujourd'hui? Oui, déjà on a arrêté de penser qu'on était en dehors de la planète, que nous aussi on pouvait être infecté par ce fichu corona là, qui est en train de détruire des vies et de détruire des économies aussi. Je pense que là on arrive à un moment où il faut vraiment commencer vraiment à faire attention parce que nous aussi on peut être infecté par le corona. C'est ce qu'il faut se dire. Je pense que c'est la phrase que je dirais aujourd'hui que là, et donc envisager des mesures de reconfinement? Vous savez, si demain tout le monde entier est confiné, c'est question de santé publique. Je pense que si vraiment le corona commence à continuer de monter comme il l'est aujourd'hui, je pense que reconfiner, je pense que ce sera inévitable. En tout cas, ça c'est mon avis. Oui, on risque de mettre ça sur le dos de la réouverture des frontières. Ils sont capables de mettre ça sur le dos de la réouverture des frontières. Donc le premier des risques, ce serait peut-être de recouper. On est le 1er juillet, on ne sait pas si Air Algérie, on attend l'info, savoir si le programme d'Air Algérie du mois de juin se prolonge au mois de juillet. C'est un peu
un peu surréaliste comme situation. Moi, je maintiens ma position. Il faut vivre avec. Ce virus, il est là, il se développe, il mute. Je ne suis pas un spécialiste de la médecine ni de la virologie. Mais il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Il faut que l'économie continue de fonctionner, que l'économie même de la... Il faut vivre avec, il faut se vacciner quand c'est possible. il faut se vacciner, ça c'est une chose. Le vaccin, c'est le minimum. Il faut aller vers la vaccination la plus large possible de la population. Mais il faut s'organiser comme en état de guerre, de vivre avec ce mal qui est là. Il faut vivre avec, mais gérer, donc se remettre au travail dans l'agriculture, dans la gestion des grandes infrastructures, l'énergie, l'eau, dans la gestion du développement. Il faut continuer. Et même l'économie des loisirs, il faut la développer. Il ne faut pas que le jeune prenne on ne lui offre rien. Et si, on lui offre la prison. Hein, la prison. Hier, on a arrêté encore un chef de parti. Et c'est une décision que je considère, si je fais de la politique, la plus absurde. Comment le MDS, c'est l'ancien parti communiste algérien. Ça veut dire que nous allons avoir toute la gauche mondiale qui va dire, tiens, le patron du parti communiste algérien a été mis en prison. On avait besoin de ça pour notre publicité politique. C'est une erreur. Même sur ce plan-là, la gestion est vraiment une gestion d'amateur. Hein. Le Covid risque de bloquer les velléités de relance. Écoute, si on va vers des mesures extrêmes, ça va être catastrophique pour la relance, ça c'est clair. Mais je pense que, dans la dite façon, il faut faire très attention, prendre des mesures donc de sécurité. Il faut que les gens soient conscients, c'est le comportement des gens là. Parce que ça ne sert à rien de dire aux gens ne sortez pas à 8 h du soir, etc. Le confinement qu'on a passé a été un échec, il faut le dire. Hein. Il n'a pas empêché des redémarrages à la deuxième vague et tout ça. Donc finalement, ce n'est pas une question de confinement, il faut qu'on soit discipliné, qu'on soit vacciné, qu'on fasse très attention, qu'il y ait plus de mesures. Et là, je répète encore une fois, il faut que ce soit pris en charge par l'État au niveau local. Parce qu'il y a la responsabilité du citoyen, on l'a suffisamment dit. Il y a un problème aujourd'hui, c'est que le discours, notamment du comité scientifique, du ministère de la Santé, à un niveau central, n'est pas relayé au niveau local. C'est-à-dire qu'au niveau communal, la police dans la rue, etc. Moi, il y a une anecdote qui dit qu'à un moment donné, quand ils ont obligé le masque, la police ne s'occupait que des conducteurs de voitures, alors que les gens sur le trottoir étaient sans masque. Donc, il faut que les comportements, y compris institutionnels, Alors, le premier des comportements, on l'a bien compris, Ali, merci de l'avoir rappelé, c'est quand même celui de chaque individu qui doit prendre ses responsabilités. Enlever le masque pour faire l'émission parce que le son n'était pas garanti à 100%. Avec le masque, je le remets parce que l'émission est en train de se terminer. Et donc, encore une fois, respectez les règles de distanciation sociale. Vaccinez-vous. Pour tous ceux qui ont le droit de se vacciner, on ne réalise pas suffisamment combien c'est le privilège d'être encore dans un pays qui peut acheter du vaccin. On a 6 millions de doses à la fin du mois de juillet et c'est complètement suicidaire de refuser de se faire vacciner. Il y a des pays qui se battent pour pouvoir avoir des vaccins. Et le vaccin permet d'éviter les formes les plus aiguës du coronavirus qui est malheureusement en train de revenir en force. Je vous souhaite un bon week-end, continuez de nous suivre et à comme ça. Merci.